Cette semaine, nous quittons définitivement les montagnes rocheuses. Nous nous arrêtons sur un champ de bataille. Nous contemplons la figure des présidents américains et nous tombons en panne. Bonjour à tous. Bonjour tous les fidèles spectateurs. On vous présente cette semaine une vidéo qui va être une vidéo de transition. Vidéo charnière. Une vidéo charnière, on peut dire ça comme ça, parce qu'elle est charnière à un double titre. D'une part, elle termine notre série de vidéos animalières. Et en fait, vous verrez plus d'ours bruns, voilà, c'est fini. Parce qu'on va quitter Yellowstone. Donc d'une part, il y a un changement de genre, et ensuite il y a un changement géographique, puisqu'on va descendre des montagnes. On est en altitude là, et ces routes de montagne vont se terminer. Donc en fait, c'est une vidéo de transition. Il ne va pas se passer forcément énormément de choses. On va faire un petit peu de route ensemble, et on va donc changer de genre progressivement. Mais il ne va pas se passer énormément de choses. C'était bien ce qu'on a fait quand même. Je ne dis pas que c'était mal, mais... on va entrer aussi dans une dernière partie, ce sera la dernière partie de notre voyage plus tard, on va faire un peu de teasing qui sera assez différente dans son genre. Parce que, oui. On va avoir des vidéos plus culturelles, on va dire, aussi dans les derniers épisodes. Et donc là, on dit au revoir alors on dit au revoir à Yellowstone. On ressort du parc de Yellowstone par le nord-est. C'est par une petite ville qui s'appelle Cody et qui nous guettait depuis longtemps, puisque à plusieurs reprises, lorsque nous avons séjourné autour de Yellowstone, nous avons hésité à aller jusqu'à Cody, et puis on n'était jamais allé véritablement jusqu'à Cody. Alors on a fini enfin par y passer sur la route de la sortie du parc, et on a hésité puisque le dernier jour on a encore fait quelques prises de vue animalières. T'as paniqué, c'était hyper facile. Et on s'est demandé, il se trouve qu'on avait bêtement oublié de télécharger les plans de la route, et on s'est demandé par où on allait sortir vraiment, et finalement n'ayant pas les plans, et ben on a été obligé de demander, et je me suis approché de plusieurs personnes et plusieurs véhicules successivement qui donnaient le sentiment d'être conduits par des gens qui étaient expérimentés, qui connaissaient les lieux, et ils m'ont tous donné des indications qui étaient intéressantes et contradictoires. On a fini par croire le dernier conseil et on est sorti par le nord-est, par Cody. Et à Cody, on a demandé confirmation, on est allé dans un visitor center où on a été reçu par un monsieur de 95 ans. Honnêtement, il avait plus de 90 ans, parce qu'aux États-Unis, les gens travaillent jusqu'à vraiment très tard. Et ce monsieur-là, il n'entendait plus rien, il avait du mal à s'exprimer. Mais quand même, il nous a confirmé qu'on était bien sur la bonne route. Et qui nous conseillait vivement de passer par le col qu'on va maintenant vous montrer. Alors, il s'agit d'une route qui va rester plutôt en... Je ne sais pas si on doit dire moyenne montagne ou haute montagne, puisqu'on est aux alentours de 2000 mètres d'altitude, c'est un petit peu entre les deux, mais on reste dans une logique qui est celle des Mountain States, des États montagneux de l'Amérique. Donc finalement, c'est la grande chaîne des Rocky Mountains, des montagnes rocheuses. C'est les contreforts, on va dire. Et il y a des zones qui sont un peu moins escarpées. D'ailleurs, finalement, Yellowstone, ça s'apparente plutôt à un haut plateau. Et il y a quand même des chaînes de montagnes qu'on va devoir franchir à un moment donné, on va devoir franchir un col. Tout ça se passe en termes d'État, puisque je parlais de Mountain States, ça se passe entre l'État du Wyoming qu'on va quitter et l'État du Dakota du Sud. Et en fait, quand on regarde sur une carte, c'est la limite des États qui sont définis comme Mountain States. Et donc ça tombe bien en fait, parce que c'est ce qu'on a effectivement vécu avec Oscar. Alors on est d'abord monté en haut d'une chaîne de montagnes qui appartient à la chaîne des Bighorn Range. La route s'appelle Beartooth et il y a un col qui s'appelle Beartooth, la dent de l'ours. Ah oui, parce qu'on doit voir une dent dans les montagnes. Mais alors c'est comme quand on nous dit qu'on doit voir des ours ou je sais pas quoi. Un éléphant ou un lion. Ouais, moi j'y arrive pas bien. Oui.
C'est un endroit où il y a de moins en moins de végétation. Plus on s'élève, plus c'est presque désertique. En tout cas, ça a l'air assez aride, bien qu'il y ait des petits lacs quand même ici et là. En tout cas, on sent que le climat doit être spécialement rude en hiver parce Bon, qu'il n'y a d'ailleurs, il plus n'y a du pas tout de végétation. d'habitation. Il n'y a Non. pas d'habitation là. Les gens. Non, non, c'est une zone très naturelle, mais dans un style véritablement ouais, dur, hein, Ah oui. âpre. Et la route est quand même assez vertigineuse par endroits, sans difficulté particulière. C'est une très bonne route carrossée. On n'est pas sur une piste, là, on est sur une route goudronnée sans difficulté particulière. Et puis à partir de là, on va descendre. Et on était à la fois un peu triste de quitter vraiment la zone de montagne et la zone animalière, mais un petit peu excité à l'idée de nous projeter dans de nouvelles aventures. Les nouvelles aventures, ça devait être le mont Rushmore, parce que c'est ça c'était la destination qu'on visait. Vous savez, le mont Rushmore, c'est le mont qui est sculpté à l'image des 4 présidents emblématiques des États-Unis. Et il se trouve qu'on était là en train de foncer avec Oscar, qui était en pleine forme à ce moment-là, quand soudain, au bord de la route, on a vu ah, mais National Monument, ah, il y a donc quelque chose d'intéressant à voir sur le bord de la route. Eh bien oui, c'était un champ de bataille. Et un champ de bataille dont le nom est assez connu, puisqu'il s'appelle Little Bighorn Battlefield. Et c'est donc un des lieux emblématiques, on peut dire c'est le lieu de la bataille la plus célèbre entre les cow-boys et les Indiens. Alors pour tous les amateurs de western, ben, ça fera, j'imagine, écho à quelques souvenirs. Et donc, même si on était un peu pressé d'arriver à Rushmore, on s'est dit que ce serait quand même dommage de ne pas essayer de voir un petit peu de quoi il s'agissait. Et donc, on est allé visiter ce champ de bataille. Bah, depuis qu'on est descendu de Yellowstone, je dis descendu parce qu'on était dans les montagnes et là on est un peu plus dans les plaines. On attaque le Middle West ou le Middle East, je sais pas, les plaines centrales de l'Amérique et on rentre dans l'Amérique profonde. Et on retrouve des traces de toute la légende des cow-boys et des Indiens. Enfin, c'est plus qu'une légende, c'est un roman national. Et là, on est quelque part à un endroit où les deux se rencontrent. On est en territoire Crow, donc c'est une réserve indienne. Mais c'est un endroit qui est administré par les musées nationaux américains et qui commémore la dernière bataille importante entre les cow-boys et les Indiens qui a eu lieu à Little Bighorn. Et c'était une bataille qui est très célèbre parce que c'était la dernière bataille qui a été en gros gagnée par les Indiens contre les cow-boys et donc c'est très lié à la fierté indienne, cet endroit. Et voilà, c'est un endroit qui est important dans l'histoire de l'Amérique du Nord. On se trouve au sommet d'une petite colline qui est très peu végétalisée. Je ne sais pas si c'était comme ça à l'époque de la bataille, mais c'est vrai qu'on imagine que d'un point de vue militaire, c'est un terrain d'affrontement un peu idéal. Ça rappelle les grandes batailles napoléoniennes. Par d'un côté, on peut voir l'ennemi de loin, on peut décider de l'encercler, on peut décider de monter au sommet de la crête ou au contraire descendre au fond de la vallée. Donc j'imagine que c'est des décisions qui ont été prises à l'époque à la fois par les Indiens et les Yankees. Ça, c'est le cimetière réel, contrairement à celui qu'on a vu tout à l'heure. Là, ce sont juste les hommes morts au combat lors de cette dernière bataille. D'ailleurs, pas tous, parce qu'ils n'en ont pas retrouvé 200 a priori. Hein. C'est le monument funéraire en l'honneur des soldats morts au combat. 220 morts au combat. Ils ont retiré les officiers un peu plus tard. Je ne crois pas que la bataille ait opposé que les Américains et les Indiens, parce que c'était plus compliqué que ça. Il y avait des guerres intestines entre les tribus indiennes. Et donc il y avait d'une part l'armée régulière américaine et les Indiens contre d'autres Indiens. Il faut raisonner par tribu. Il y avait plusieurs tribus qui étaient impliquées dans le conflit. Il y avait les Crows, les Cheyennes, les Arapaho, entre autres, et les Yakota. Le tour de ce qu'ils appellent National Monument, c'est-à-dire de ce monument national, se résume à une petite route circulaire qui parcourt la zone de combat, qui s'étend sur quelques kilomètres de longueur et de largeur. On voit des tombes dispersées dans le paysage. Oui. Donc je pense que... Est-ce que ça correspond aux endroits précis des morts au combat, on peut le supposer? Parce qu'après la bataille, il y a eu... la bataille s'est terminée. Je ne peux pas dire que c'était la paix tout de suite,
mais ils ont eu le temps de nettoyer le champ de bataille, de prendre soin des morts. Donc ils ont sans doute enterré sur le site même, directement après la bataille. C'est presque touchant parce qu'on voit des groupes parfois de tombes isolées, parfois des groupes plus importants, d'une dizaine de tombes ou une vingtaine de tombes qui correspondent sans doute à des lieux de combat féroces. Là, et on en compte une quinzaine, je pense. Un peu hors champ pour toi, mais alors que là, c'est plus dispersé. Donc, Ça, c'est des Indiens qui sont morts parce que, je sais pas, moi, ils sont tombés d'un cheval ou alors que les autres, ils étaient en groupe. Il y avait un mélange en fait. Il y avait un certain nombre de combattants qui étaient à pied, d'autres qui étaient à cheval, effectivement. C'est une bataille qui a eu lieu en 1876. Donc c'est bien après l'indépendance américaine, bien sûr, un siècle après l'indépendance américaine, mais c'est aussi après la guerre de sécession. Mais pas beaucoup après. En réalité, on est sur la ligne de crête, quoi. Ouais, on est sur la ligne de crête. Et pourquoi il y avait plus de morts sur la crête? J'imagine que ça a un sens militaire à l'époque où l'infanterie comptait beaucoup. Je crois que les affrontements avaient lieu principalement à base d'armes à feu. Je pense qu'ils avaient des fusils. Si je ne me trompe pas, en 1876, ça me paraît logique. Le fusil avait quand même largement supplanté les armes blanches, les flèches et les couteaux. Je pense que les soldats étaient encore armés d'armes blanches, mais la plupart des morts, c'était sans doute des morts par balle. Je suppose que dans ce genre de configuration, c'est important d'occuper les points hauts, puisque par définition, à partir des points hauts, tu as une vision plus large du champ de bataille, et donc il devait y avoir une concentration des forces armées sur les lignes de crête, ou alors une tentative pour ceux qui n'avaient pas pris pied, de gagner cette ligne de crête, qui était sans doute un atout important pour la victoire finale. J'avais un doute sur la lecture de la petite carte qu'ils nous ont donnée. Ces cartes sont très bien faites. C'est des cartes des parcs nationaux américains. Et j'ai lu tout à l'heure que le général Custer, qui était le protagoniste principal de la bataille, qui a trouvé la mort au combat ici, j'ai lu qu'il était enterré à West Point, et je me suis dit, ah bon, il est donc enterré à l'académie militaire de West Point, parce que c'est l'académie militaire la plus connue. Ah mais non, il est enterré là-haut. Et en fait, il y a un point sur cette route qui s'appelle West Point. Et maintenant, je réalise que cette académie militaire qui s'appelle West Point a sans doute été nommée West Point précisément en souvenir de cet endroit. Donc on est sur la route là où il y a le vrai West Point, en fait. Est-ce que c'est là qu'est enterré Custer ou est-ce qu'il est à l'académie? Je ne sais pas, il est là. On le verra. On le verra un peu plus tard. Suspense. Qu'est-ce qu'il y a, Manu? Normalement, je suis assez bon pour to fill the gaps, c'est-à-dire que j'ai des éléments comme ça, puis je raconte une histoire qui permet de créer une cohérence. Et là, ça a complètement foiré. Mon histoire de West Point, ça marche pas parce que c'est pas West Point, c'est Weir Point. Donc, il n'est pas question que Custer soit enterré là, sauf si j'ai mal lu à l'entrée. Les militaires, ils s'étaient cachés là. Plutôt cachés par là, dans la forêt, mais il se trouve que les Indiens connaissaient mieux le terrain que eux. Donc ils se sont dit, on va traverser la forêt. Donc je pense que ça a été une succession d'embuscades et les hommes de Reno, les troupes américaines de cavalerie, ont considéré que les positions n'étaient pas tenables et donc ils ont cherché à se retirer vers les hauteurs où l'espace était plus dégagé. Donc je dirais qu'ils étaient moins en position défensive et une position où l'avantage du terrain était moins clairement aux Indiens. Et ils ont dû traverser la rivière qui est là-bas. C'est lors de la traversée de la rivière qu'ils ont subi de très lourdes pertes. Et je suis presque sûr que ça a été immortalisé par des films de cow-boys d'Indiens, en fait, cette traversée de rivière où les troupes américaines subissent de grosses pertes. Ça me fait penser bizarrement aux Tuniques bleues, la bande dessinée Les Tuniques bleues. Je ne sais pas si tu connais. Non, parce que je suis une fille. Ouais. Moi, je lisais Lily et Agi, pas les trucs de cow-boys indiens. Les Tuniques bleues, c'est important. Depuis la sortie de Yellowstone, les Indiens sont très présents dans l'histoire, toute la culture environnante. On voit beaucoup de
de panneaux à l'effigie de telle ou telle tribu. Donc Oui, il y et a, il y a- puis il y a les Crocs d'un côté, il y a les Shoshones de l'autre. rien que quand on est allé prendre de l'essence, déjà, la station-service elle-même était un hommage aux Indiens. Elle était tenue par des Indiens, de toute façon. Oui. Et il y avait presque une exposition sur les murs de la station-service. Et on voit de plus en plus de tipis. À la suite de cette découverte donc de nature historique, le grand champ de bataille de Little Big Horn, nous avons repris la route vers le mont Rushmore. Eh, regarde la route. Déjà, je sais pas si vous voyez sa position. Pour se détendre les jambes. Ah là 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 là. Bon, faut dire qu'aujourd'hui, on a une très, très, très grosse journée de route. Donc, pauvre Manu, bon, vous me direz, j'ai qu'à conduire. Mais non. Enfin, oui. Mais en même temps, j'ai géré le linge et... Ah bah là, je l'ai poussé. Je travaille sur la vidéo. Donc chacun son rôle. Et là, il y a eu une sorte de course de vitesse parce que j'avais décidé un peu inconsidérément d'arriver avant la nuit, du moins avant l'heure de fermeture du monument. Parce que j'avais lu qu'il fermait à une certaine heure et que même s'il faisait nuit, ce serait intéressant de voir La roche, de voir éclairée. les sculptures éclairées de nuit pour pouvoir ensuite bénéficier le lendemain du même spectacle 2 jours. Et là, j'ai conduit vite, mais on a eu un incident sur la route, c'est-à-dire qu'il y a eu des travaux qui nous ont ralenti et ça m'a mis en rogne. Il passe à 2 fois une voie, mais sans raison apparente. C'est la deuxième fois que ça nous arrive. Ça nous est arrivé il y a 3 km. On y est arrêté, on sait pas ce qui se passe. Ça te fait rire. Non, ça me fait pas rire parce que t'as conduit toute la journée comme un fou. Ce qui est chiant, c'est que là-bas, ils ont bloqué le trafic entre 2 feux rouges, strictement pour rien, parce qu'entre ces deux feux rouges espacés de 5 km, il y a 0 travaux, mais ils prétendent qu'il y en a. C'est le mauvais côté des Américains, ça. On a quand même réussi. Si, des fois ils se fâchent. On a réussi à y arriver et alors finalement c'était beaucoup plus escarpé. Alors pour le coup, l'arrivée était beaucoup plus escarpée que j'avais prévu parce que c'est le dernier bloc vraiment de montagne avant les Grandes Plaines. C'est les Black Hill Mountains dans lesquels on trouve le mont Rushmore en particulier qui a été choisi par le sculpteur pour son travail. Et quand on est arrivé, bien que je fusse assez énervé par notre retard, il nous restait quelques 10, 15, 20 minutes pour visiter le site. On s'est précipité et là, on a quand même été ébloui par le monument parce qu'en fait, on s'est retrouvé quasiment tout seul. Tout le monde était parti. Je crois qu'on n'était pas tout à fait seul. Non, il y a un couple où ils sont rentrés en même temps que nous. 2 ou 3 sur le parking, on était quasiment tous mais seuls. c'était comme une sorte de privilège d'être tout seul à cet endroit-là. Et en fait, les projecteurs sont vraiment très bien travaillés. Bah, ça fait partie du savoir-faire. Moi, j'ai trouvé ça vraiment du show à l'américaine. Et donc, on a cette grande avenue bordée de drapeaux qui mène directement vers là où on pensait pouvoir aller. Ben oui, on peut y aller et on a une très très jolie vue sur ces montagnes majestueuses avec ce travail de sculpture qui est quand même impressionnant. Ah oui. Et donc, on était vraiment super contents de pouvoir avoir cette première vue pendant quelques dizaines de minutes sur les figures sculptées, d'autant plus qu'on peut passer la nuit tout près. Et gratuitement, il y a un endroit qui nous a été indiqué gentiment par une ranger. Hein, qui nous a dit, mais si vous voulez passer la nuit, allez à cet endroit-là. Vous aurez le droit. Juste à 2 km, vous pouvez vous arrêter. Et on voulait juste un endroit pour passer la nuit, pour revenir aussitôt le lendemain matin. À l'aube. Ce qu'on n'a pas manqué de faire, à l'aube, évidemment. Et parce que le site, pour le coup, ouvre avant l'aube. On a dormi un petit peu trop longtemps et on n'a pas vu les premiers rayons du soleil, mais on a pu jouir d'une très belle promenade parce que dans ce site, le site du mont Rushmore, on peut évidemment
contempler les visages sculptés à partir du belvédère, c'est là où on se rend le plus naturellement, mais ensuite il y a toute une petite promenade dans les pins qui nous permet d'avoir différentes perspectives, en Ouais. général en contre-plongée, parce qu'on voit souvent les visages par-dessous, mais on les voit ou bien un par un, ou bien deux par deux, et c'est intéressant, on se berce un petit peu de ce spectacle, hein, des Ouais. présidents C'est sculptés. très très bien fait. C'est très bien fait, c'est très bien expliqué. On a vu plein de petits écureuils partout, partout, partout au Mont Rochemort. Ça sautait de tous les côtés. Oui, alors ils étaient magnifiques ces petits écureuils. Et puis c'est quand même un hymne au patriotisme américain qui peut avoir un côté un peu surfait par certains côtés, mais qui a toute sa cohérence logique. Alors évidemment, il ne manque pas de cultiver l'aura des présidents américains, d'expliquer pourquoi en fait ils ont été sélectionnés, et d'expliquer aussi en détail Bah, comment après la sculpture a été faite. c'est l'Amérique, donc c'est très bien fait. Donc il y a un visitor center avec des expositions, plein plein de choses à voir, une salle de cinéma qui nous explique bien. Il y avait le film sur la construction, la dynamite. Suggested the use of dynamite to Borglum on an earlier job. By the time the artist came to Ah ouais, Rushmore, non, ça c'était bien. Ouais. Mais c'est aussi quand même un site qui est assez fréquenté, mais je dirais très principalement par des Américains. Il y a une dimension vraiment de fierté nationale qu'on retrouve, je pense, à la fois dans le site lui-même, dans ce qu'il exprime, dans l'intention du site, dans tout ce qui l'entoure en termes d'explications muséographiques, mais aussi dans le public lui-même, on a vu des gens qui étaient quand même, tous ils venaient pas avec leur drapeau américain, enfin, je pense Mais pas ils sont qu'on... très fiers de leur Et pays. voilà, donc c'est... Ils ont leur drapeau dans leur voiture, ils ont leur drapeau devant les maisons, C'était une facette en fait de l'Amérique qui était intéressante à voir ici, mise en lumière en quelque sorte. D'autant plus que nous, on passait à cet endroit-là au moment des élections présidentielles américaines. Donc c'était en plus, je pense qu'il y avait un sentiment national qui était encore plus éveillé par la perspective de cette élection. On était vraiment contents de cette visite et on avait le cœur léger parce que on visait New York, parce qu'on s'est dit quand même, il faut qu'on emmène notre Oscar rouler dans New York. Et puis on avait rendez-vous avec un copain là-bas. Donc tout allait très bien, on était à fond sur l'autoroute, c'était la nuit. Et d'autant plus là, on avait fini toutes les difficultés, puisque en fait, on était allé. Alors, si vous avez suivi nos aventures, non sans difficulté, mais on était sorti du cercle polaire arctique. On avait ensuite traversé la moitié du Canada sur des routes de très grande longueur. On avait retraversé les montagnes. Enfin bref, vraiment tout allait Et on bien. était lancé là sur des autoroutes rectilignes, mais qui tirent tout droit d'est en ouest sur plusieurs milliers de kilomètres. Ouais, et là tout à coup, Manu me dit, j'entends un bruit, alors moi j'ouvre ma fenêtre, je regarde au niveau des pneus. Il me dit, on a dû prendre un caillou, on va s'arrêter à la prochaine station, parce que sur les autoroutes américaines, parfois il faut attendre longtemps avant de pouvoir s'arrêter. Et coup de chance, il y en avait une pas très loin, et là il me dit, j'ai plus de frein. J'ai commencé, t'as plus de frein? Et j'ai commencé à pleuvoir, il me dit, non, j'ai plus de frein, mon Dieu, l'horreur. Et il a quand même réussi à sortir à cette Ouais, brosse. il faut savoir que, en fait, avec Oscar, on utilise principalement le frein moteur. Donc, c'est pas, ça peut paraître effrayant pour des gens qui ont par exemple des voitures automatiques de ne pas avoir de frein, mais pour Oscar, c'est pas très grave. On est lancé à 100 km/h au maximum sur l'autoroute, on voit une bretelle de sortie, il n'y a aucune difficulté en rétrogradant tranquillement à s'arrêter et à finir au frein à main en cas de besoin. Heureusement. Voilà, mais c'était pas tant l'absence de frein, parce que ça j'ai réalisé, que le bruit qui m'a alerté et la vibration. Voilà, C'est un truc pas normal. Mais c'est limite. Bon, allez, je m'arrête quand même. Bon, on Mais s'est arrêté. Ça s'est joué à très peu de choses, parce que j'ai failli pas m'arrêter en fait. Hein. Oui, Je faisais- Toi, tu dis, non, bah, c'est pas grand chose, mais on va quand même regarder par acquis de conscience. Ouais, et puis de toute façon, c'était l'heure quand même qu'on dorme, donc on se demandait si on pouvait pas dormir sur l'autoroute. Enfin bon, on s'arrête, on regarde. Manu me dit, écoute, prends le volant, on va faire le tour de la station. Donc il a ouvert la porte latérale d'Oscar, il a penché la tête. J'ai roulé tout doucement. Puis alors il commençait à pleuvoir. Heureusement pour nous, il y avait une pompe à carburant qui était fermée. Donc personne n'y allait, donc on s'est mis là. On était un peu à l'abri de la pluie. On avait de la lumière. Impossible de savoir ce qui se passait. Alors Manu me dit, écoute, je retourne, reste, et puis tu vas regarder si toi, t'entends de l'extérieur. Alors, je regarde,
il passe tout doucement une fois, tout doucement deux fois, il revient. Puis écoute, je vais regarder, je vais lever les roues, on va voir s'il y a un truc là. Et là, vraiment la grosse catastrophe. Le bruit s'était quand même amplifié quand on faisait le tour de la station et je sentais qu'il y avait quelque chose de pas normal sans savoir ce que c'était. Et quand on a levé Oscar sur le cric, ah bah là c'était clair. Là il y avait un jeu dans la roue avant droite, mais un jeu énorme. La roue était sur le point de se décrocher en réalité. Et donc bah, il était impératif de s'arrêter et d'essayer de comprendre ce qui se passait. Et là On s'est on a garé. entamé notre quatrième très grosse panne de ce segment en Amérique du Nord. Et c'est vraiment ça nous est tombé comme le ciel sur la tête parce qu'à ce moment-là, il y avait une averse énormissime. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on présente aussi dans l'épisode, enfin dans la série de, comment dire, de nos vidéos, parce que ça nous tombe dessus de manière aussi imprévue que ça en fait. Ouais, donc on s'est dit qu'on pouvait pas du tout rouler, donc on s'est garé au plus près. On était franchement pas trop mal. On était près d'une grande station-service avec de quoi manger, des toilettes. Enfin, ça aurait pu être bien pire encore une fois. Mais c'était la nuit, il pleuvait beaucoup Et c'était la veille d'un grand week-end. Et c'était la veille d'un week-end de 3 jours. En pleine nuit, on se dit mince, qui est-ce qu'on va appeler et nos copains, ils dorment, bien évidemment. Christian, en Suisse, ils étaient rentrés, ils dormaient. Stéphane, alors eux, ils étaient au Maroc, mais ils dormaient aussi. Donc, on laisse un message à Stéphane en lui disant, est-ce que quand vous serez réveillés demain matin, vous pourrez nous appeler? Et merci à Stéphane et Réjeanne de nous avoir dépannés. Stéphane et Réjeanne sont, comme vous, des gens qui nous ont suivis beaucoup depuis l'Afrique, tout le temps. Ils ont regardé toutes nos vidéos et on a eu l'immense chance d'être invités chez eux. Donc on les connaît physiquement maintenant, on s'est vu plusieurs fois, on les adore. Et Stéphane est très très bon en mécanique et c'est pas la première fois et peut-être pas la dernière qui vient à notre secours et qu'il est vraiment d'une grande aide. Voilà, alors donc ce qui s'est passé concrètement, au début on est resté sous la pluie, mais vraiment on a rarement essuyé des orages aussi forts, mais l'avantage c'est que Oscar c'est quand même une base vie, donc même quand il pleut très fort, il y a des petites entrées d'eau, mais pas trop, donc on a pu se mettre à l'abri. On avait aussi la chance d'être le long d'une station-service où on pouvait se ravitailler le cas échéant, et donc on était prêt à rester plusieurs jours en cas de besoin. Simplement, il fallait quand même trouver une solution. Et donc, on s'est à la fois appuyé sur principalement Stéphane, un petit peu Christian aussi, et sur tout ce que je trouvais sur le web pour essayer de comprendre la situation. Et puis, on a assez vite compris que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le roulement de la roue avant droit avait complètement explosé. Et que ce roulement, il devait être changé, ce qui en soi n'est pas forcément très difficile, mais qu'on ne pouvait pas le faire sur place parce qu'on n'avait pas, comme c'est le cas dans d'autres pays comme le Mexique où un mécanicien aurait pu venir avec sa caisse à outils nous dépanner, on n'avait pas d'autre solution que de faire dépanner Oscar, le mettre sur une dépanneuse et l'amener dans un garage. Donc le problème, même si on savait très bien ce qu'il fallait faire, c'était de le faire effectivement ou de le faire par des garages qui étaient pas loin. Et donc, ça a fini par tourner à la recherche de garagistes et de dépanneuses. Et là, je suis rentré dans une logique où j'ai essayé avec les différents moyens du bord, donc la liste que j'ai trouvée dans la station-service, et puis aussi beaucoup en m'appuyant sur Google, j'ai simplement appelé tous les garages du coin, et ils m'ont tous dit qu'ils ne pouvaient pas prendre Oscar parce qu'ils étaient débordés pour la semaine suivante. Et donc, j'avais au bout de, je sais pas, d'une dizaine de coups de fil, j'avais réussi à trouver au mieux un accord de principe sur le fait qu'il pourrait peut-être y jeter un coup d'œil au bout d'une semaine, après avoir dépanné Oscar, c'est-à-dire après leur avoir amené Oscar juste pour qu'ils puissent jeter un premier coup d'œil, mais à tout hasard, quoi, parce qu'il n'était même pas certain qu'ils acceptent de faire le travail après avoir vu Oscar des visu. On a appelé un nombre de garagistes incroyables, on s'est plus ou moins fait blackbouler, c'était vraiment difficile comme situation. Il y a juste un mec qui a accepté de venir nous aider sur les 10 qu'on a contactés. Donc je vais y aller mollo si tu veux.
Donc c'était vraiment mal engagé et j'étais en train de commencer à déprimer sévèrement quand, eh ben, au dernier coup de fil, pour ainsi dire, Ouais. j'ai trouvé quelqu'un qui semblait un peu plus ouvert et qui était même pas si loin que ça, du moins le croyait-on, parce qu'il apparaissait avec un emplacement sur Google à moins d'une dizaine de kilomètres. C'était complètement inespéré d'ailleurs. C'est à se demander pourquoi je ne l'avais pas appelé avant. Mais j'ai mieux compris plus tard, c'est que c'était un garage qui avait plusieurs implantations et là où on a fini par dépanner Oscar, c'était à une cinquantaine de kilomètres tout de même. Mais on est tombé sur une super petite entreprise familiale. Ouais. Et quand le gars est venu nous chercher pour un tarif Le vraiment fils. raisonnable avec sa dépanneuse, ça nous a vraiment, comment dire, fait un soulagement extraordinaire. Parce que d'abord, il était sympathique. Et puis, il était compréhensif. On a essayé, comme toujours, de l'amadouer un peu en l'intéressant à notre voyage. Et ça a en partie marché. Et après, on est tombé sur des gens qui étaient des braves gens, quoi, en fait. Simplement, c'était pas du tout un garage qui a profité de la situation. Ils ont, Non, on est arrivé, donc on a rencontré son père et qui travaillait avec deux autres mécaniciens qui étaient eux aussi assez âgés. assez âgés, qui se sont mis sous Oscar et qui n'avaient pas la pièce. Alors, il se trouve que j'avais eu la bonne idée, avant de partir, de prendre des roulements. Je me demandais pas pourquoi j'ai eu cette intuition, mais en tout cas, je l'avais fait et donc j'avais les roulements sur place. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de garages qui refusent de monter les pièces qu'ils ne fournissent pas eux-mêmes parce qu'ils ne peuvent pas les garantir. Mais comme on était rentré dans une logique de confiance avec ce mécanicien, il a accepté de le faire tout de même. Et donc, finalement, en l'espace de quelques heures seulement, et il a mis tout de suite deux gars au travail. Bah, on a eu la chance, mais c'était aussi le fruit de mes nombreux coups de fil de tomber sur le seul garage qui avait une disponibilité à ce moment-là, immédiate. Et la seule chose que j'ai un peu regretté, c'est que j'ai pas vraiment été accepté dans le garage. J'y suis allé une ou deux fois pour voir, mais je voulais pas être dans leurs pattes. Donc, à un moment donné, ils m'ont un peu inquiet. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Parce qu'on ne sait pas très bien si on doit continuer ou non, vu que non seulement le roulement était alors complètement explosé, donc irrécupérable, mais c'est pas grave, j'avais la pièce. Mais le problème, c'est que la fusée elle-même était endommagée. Alors, c'est quoi la fusée pour ceux qui ne connaissent pas? Comme moi, par exemple, je ne connaissais pas ce mot fusée dans ce sens-là la veille de notre panne. Et ben, tout simplement, c'est la partie mâle sur laquelle Ça le emboîte roulement vient s'emboîter. le roulement. Et le fait est que ce qui s'est passé, c'est que quand le roulement a explosé, il a explosé tellement fort qu'à un moment donné, il n'y avait plus vraiment de roulement et d'autres parties de la roue se sont mis, ou du moyeu se sont mis à peser directement sur la fusée, la partie mâle, et à la griffer, donc à l'abîmer en somme. Et la question était de savoir si on pouvait tout de même essayer de mettre un roulement neuf sur une fusée endommagée, sachant que ça risquait de ne pas tenir. Et donc, ben, on était sommé de prendre une décision. Alors, évidemment, j'ai consulté Stéphane, j'ai consulté Christian, je me suis consulté moi-même, j'ai consulté Google. Et puis, j'ai demandé leur avis aux mécaniciens, mais eux-mêmes, ils ne voulaient pas prendre la responsabilité. Puis, on a fini par se dire, ben, tant pis, on tente le tout pour le tout. On change les deux roulements avant et on les monte sur la fusée telle qu'elle existe, parce qu'on ne peut pas non plus la réparer. On a cherché à voir si on pouvait souder, si on pouvait couper une partie, ressouder une autre, faire appel à ce qu'on appelle euh, un spindle surgeon, un chirurgien de fusée, spécialisé là-dedans, mais c'était difficile. Et donc on a fini par se résoudre à faire une réparation qui était potentiellement une réparation de fortune, quitte à repartir pour chercher une fusée là où on pourrait en trouver une. Et pendant que les mécaniciens remontaient le roulement, on a cherché une fusée. Évidemment, c'est absolument introuvable aux États-Unis. Et C'est même en déjà France. introuvable en Europe, alors Parce imaginez aux qu'on s'est dit, États-Unis. bah, on va voir si on peut pas en faire venir une, mais il n'y en a pas. Le fusée pour Oscar. Sauf que, par une sorte de miracle extraordinaire, le mécanicien a tout de même trouvé une fusée à une bonne journée de route de là, dans la belle ville de Detroit. Et alors là, on peut faire juste une petite anticipation pour dire qu'on est effectivement, on avait pris l'engagement d'acheter cette fusée. Et donc on est passé par Detroit pour acheter cette fusée. Mais
le surlendemain, quand on est arrivé, eh ben, on s'est rendu compte que la fusée convenait pas. En fait, c'était une fusée de combi de petite taille, mais qui ne pouvait pas être montée sur Oscar. Et donc, on est reparti eh ben, avec le nouveau roulement sur l'ancienne fusée. Et bah, ça a marché. Alors, quel soulagement quand on a pu repartir, parce que franchement... Attends, quel soulagement, tu rigoles ou quoi? Quoi? Quand on est reparti de là où on a eu la panne et qu'on n'avait pas encore, on savait pas que la fusée n'allait pas convenir, Ah, on a eu peur! Ouais. Mais enfin, le simple fait de pouvoir repartir, Ah ben on c'était tellement repartait, oui, mais inimaginable. on serrait les fesses quand même. Ouais, mais franchement, c'était... On s'arrêtait tous les combien? Tous les 10 km pour que tu soulèves la roue, pour que tu vois Ouais, il y a si... eu un soulagement qui a été progressif, effectivement. J'ai mis Oscar sur le cric, je sais pas, 5 ou 6 fois dans les 2 jours qu'on suivit pour vérifier que le jeu ne s'aggravait pas. Et puis voilà, on Mais s'est bien sûr qu'on retrouvés. était content de repartir, Et évidemment. on était là, arrivé dans l'Indiana. C'était un état des USA qu'on n'avait pas prévu de visiter, mais c'est simplement vraiment la fortune, la mauvaise ou la bonne fortune qui nous a menés au garage qui était dans l'Indiana. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut donc faire ici, en fait? On va certes reprendre la route, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose autour de nous qui mériterait le coup d'œil? Alors aujourd'hui on a cassé la tirelire parce qu'habituellement pour économiser nos sous, quand on ne sait pas où aller d'autre, on va au Walmart. Et là on a réservé un motel parce qu'on n'avait pas le choix, on pensait qu'on serait coincé et qu'on irait d'ailleurs sans Oscar. C'est le Red Roof Inn. Mais il est sur le parking de Walmart. Mais ben, ça, c'est ce que vous allez découvrir la semaine prochaine. dans la prochaine vidéo. Bonne semaine et à très vite.